Alors, voici la vidéo pour compléter le polycopié du chapitre 8, la dispersion de la lumière et les spectres. Alors, une première partie sur la lumière et la notion de longueur d'onde. Donc, vous connaissez les arcs-en-ciel, on sait que la lumière est constituée d'une ou plusieurs couleurs. Et ces couleurs, en physique, vont plutôt être appelées des radiations. Alors, les radiations, donc les couleurs, vont être caractérisées par une longueur d'onde. Et cette longueur d'onde dans le vide va être notée, donc ce qu'on appelle lambda, qui est une lettre grecque qui représente la lettre L. Alors pour la dessiner, il faut faire une barre qui descend comme ça et une autre barre comme ça, donc une sorte de Y à l'envers. Alors attention à bien le faire dans ce sens-là. Donc c'est la lettre L puisque c'est une longueur. Et comme c'est une longueur, elle va se mesurer en mètres, symbole M. Alors pour la lumière visible, on utilisera très souvent d'autres unités que le mètre. On va très souvent utiliser le nanomètre, donc un nanomètre c'est 10 puissance moins 9 mètres, ou le micromètre, donc avec la lettre mu, 1 micromètre c'est 10 puissance moins 6 mètres. Alors après, on va avoir besoin de deux définitions qui ne sont pas très compliquées. Rien qu'avec le nom, on arrive à comprendre ce que ça veut dire, puisque on a une lumière monochromatique. Donc une lumière monochromatique, c'est une lumière mono qui ne contient qu'une seule. Chroma, c'est la couleur, donc qu'une seule couleur. Donc c'est une lumière qui ne contient qu'une seule radiation, une seule longueur d'onde. Alors les lumières monochromatiques les plus courantes qu'on a en laboratoire, ce sont les lasers. Alors on a des lasers de toutes les couleurs maintenant, Donc celui que vous avez utilisé en TP, c'était un laser rouge qui a une longueur d'onde de l'ordre de 650-700 nanomètres. Alors à l'inverse, si vous avez les lumières monochromatiques, c'est que vous avez les lumières polychromatiques. Et celles-là, elles vont être composées de plusieurs radiations, c'est-à-dire plusieurs couleurs. Alors ces couleurs ces radiations se mélangent quand elles entrent dans notre œil, sur la rétine, et donc nous, on n'en voit qu'une seule. Donc on ne peut pas savoir, quand on voit une lumière, si elle est monochromatique ou polychromatique. Alors pour ça, il va falloir l'analyser avec un prisme ou un réseau et obtenir son spectre, comme on verra après. Donc l'exemple classique, c'est la lumière blanche du soleil, donc qui contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ou une lampe à filament qui donne à peu près le même spectre. Donc là, vous voyez ce spectre qu'on obtient avec un prisme ou un réseau. Celui du laser, on ne voit qu'une seule couleur. Et celui de la lumière blanche, on voit toute une série de couleurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en général, donc, la couleur d'une lumière ne permet pas de savoir si elle est polychromatique ou monochromatique. Alors, la lumière blanche, en général, va être polychromatique, mais même pour des lumières colorées, c'est pas parce qu'une lumière est rouge qu'elle ne contient que du rouge. Donc, par exemple, la lumière monochromatique d'un laser rouge, elle va être en général ne va contenir qu'une seule couleur. Par contre, une d'aile rouge peut contenir différentes longueurs d'onde, ça peut aller du jaune, orange jusqu'au rouge. Donc le seul moyen est d'analyser cette lumière avec un réseau ou un prisme pour obtenir son spectre. Alors, en ce qui concerne maintenant la lumière visible, donc elle est visible pour nous, pour notre œil, ce qui n'est pas forcément les mêmes longueurs d'onde visibles pour d'autres animaux. Donc l'œil va être sensible à une certaine gamme de longueurs d'onde qui est comprise entre 400 nanomètres, donc vous voyez 400 nanomètres ici, c'est tout ce qui est à partir du violet, jusqu'à 800 nanomètres. Donc 800 nanomètres, vous voyez qu'on est dans le rouge. Alors des fois, cette valeur peut changer entre 750 et 800, puisque une des valeurs est 780 normalement, la valeur officielle, donc on arrondit parfois à 750 ou à 800 nanomètres. Alors cet intervalle, donc pour simplifier 400 et 800 nanomètres, c'est ce qu'on appelle le domaine visible. Alors le domaine visible, ça veut dire qu'il y a un domaine qui n'est pas visible. Et effectivement, la lumière, c'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Et cette onde peut avoir différentes longueurs d'onde. Et en fonction de la longueur d'onde,
en fait, on va avoir différents domaines de type d'onde. Donc, on a par exemple les rayons gamma, les rayons X. Alors, juste en dessous du violet, on a ce qu'on appelle les ultraviolets. Au-dessus du rouge, on a ce qu'on appelle les infrarouges. Après, vous avez les micro-ondes, les ondes radio, les grandes ondes. Donc, tout ça va dépendre de la longueur d'onde. Donc, quand on dépasse par exemple 800 nanomètres et qu'on entre dans les infrarouges, c'est une sorte de lumière qui n'est pas visible pour notre œil. Alors, on peut trouver le moyen de les voir avec des lunettes infrarouges, par exemple. Donc, ça va convertir ces infrarouges en lumière visible, mais notre œil ne peut pas les voir directement. Alors maintenant, on va voir une partie sur la dispersion de la lumière par un prisme. Donc c'est une expérience que vous avez faite en TP avec un réseau. Moi j'ai fait au bureau la même chose avec un prisme. Et en fait cette expérience, celle du prisme, c'est une expérience que Newton, donc le physicien anglais Isaac Newton, a réalisée en 1666. Donc vous avez un peu la photo, enfin, l'image, la gravure de l'expérience qu'a pu faire Newton. Donc il s'est mis dans une pièce sombre, il a fait un petit trou dans son volet ici pour faire entrer de la lumière qui est rentrée dans un prisme et il a observé sur un écran l'arc-en-ciel. Alors sur cette illustration, on a les couleurs qui sont bien colorées, bien visibles. Bon, il est évident qu'on ne voit absolument pas ces lumières. Éventuellement, s'il y a un petit peu de poussière, on peut les entreapercevoir, mais on voit surtout le résultat sur l'écran. Donc, il a éclairé avec un prisme avec de la lumière blanche, et il a observé la décomposition de cette lumière blanche. Donc, on dit que la lumière est décomposée, et on observe ses différentes composantes. Donc, entre autres, pour le soleil, ça va être les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on constate que la lumière blanche, comme elle contient plusieurs couleurs, c'est une lumière polychromatique. Alors Newton avait vu cette couleur, puisque c'était un nombre un petit peu mystique pour lui. En réalité, bon, l'indigo entre le bleu et le violet, c'est pas hyper visible, donc il y a plutôt 6 couleurs, mais en fait il y en a une infinité, puisque vous voyez que c'est un dégradé, comme j'en avais parlé en TP. Entre le rouge et l'orange, on a du rouge un peu plus clair ou de l'orange un peu plus foncé. Et de toute façon, à chaque couleur va être attribuée une longueur d'onde, donc un chiffre. Donc pour le visible entre 400 et 800 nanomètres, alors vous allez me dire il y a 400 en longueur d'onde, oui, si on compte de 1 en 1, mais si on met des virgules, à ce moment-là, entre 400 et 800 nanomètres, vous avez une infinité de nombres. Donc vous avez une infinité de radiations colorées. Alors, on va retenir que ce qui permet de disperser la lumière, c'est un prisme ou un réseau. Donc, ils permettent de disperser la lumière et, comme ils permettent de disperser la lumière, ils sont appelés des systèmes dispersifs. La figure que l'on obtient, alors on peut appeler ça un arc-en-ciel, mais nous on appelle ça le spectre de la lumière, puisque ce n'est pas forcément un arc-en-ciel, ça dépend de la source de lumière. Donc les prismes et les réseaux qui sont utilisés vont être utilisés dans des appareils qui sont les spectroscopes, qui sont des appareils permettant de visualiser les spectres. Donc vous avez un exemple ici d'ancien appareil de spectroscope. Et donc qu'est-ce qui va se passer pour chaque lumière rentrant dans le prisme? Donc en traversant le prisme, la lumière va subir 2 réfractions successives. Donc la réfraction, c'est le changement de direction de la lumière. Donc vous voyez ici dans l'expérience, là il y a un rayon de lumière, une source de lumière blanche. Elle passe de l'air au vert du prisme, donc elle subit une première réfraction, et ensuite elle passe du vert à l'air, donc elle va subir une deuxième réfraction. Donc ça va être dévié. Bon. Mais ce qui est important, ce qui va faire qu'un prisme est un système dispersif, c'est que dès l'instant où on a des radiations de lumière polychromatique, quand vous avez plusieurs couleurs, chaque couleur ne va pas subir les réfractions de la même manière. Donc elles vont être plus ou moins déviées. Donc vous voyez ici que le rouge est moins dévié que le bleu.
Et donc, elles vont prendre un chemin différent dans le prisme, et à la sortie du prisme, elles vont être séparées. Donc on dit qu'elles vont être dispersées. Voilà, là vous avez l'ancien spectroscope. Alors, pour expliquer la dispersion des différentes radiations par le prisme, il faut revenir sur la loi de Snell-Descartes du chapitre précédent, puisque chaque radiation va subir 2 réfractions. Donc la loi de Snell-Descartes, elle nous dit que N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Alors si on regarde par exemple la première réfraction, donc quand on passe de l'air au vert, le premier milieu c'est l'air, donc N1 égale 1, donc je peux déjà le supprimer ici. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est l'angle de réfraction I2, donc qui visiblement pour les différentes couleurs n'est pas le même. Comment expliquer que cet angle de réfraction n'est pas le même pour chaque couleur? Donc il faut exprimer l'angle I2, ou au moins le sinus I2, en fonction des autres. Donc là, je vais diviser de chaque côté par N2, et ça va s'annuler du côté du sinus I2, donc je vais obtenir sinus I2 égale sinus I1 divisé par N2. Et donc, on voit que l'angle de réfraction dépend de l'angle d'incidence et de l'indice de réfraction du prisme, du verre. Et on constate que toutes les radiations, donc toutes les couleurs, ont le même angle d'incidence I1. I1, c'est le même. Donc, c'est pas ça qui change. Ça, c'est la même chose pour toutes les couleurs. Donc, si c'est pas I1 qui change, comme on l'a vu avec certains en TP, forcément, c'est l'autre. Donc, ce sera N2. Ça veut dire que si l'angle de réfraction I2 est différent, c'est obligatoirement que l'indice de réfraction est différent suivant la couleur, c'est-à-dire suivant la longueur d'onde qui traverse ce verre. Donc ici, on peut compléter, leurs différents angles de réfraction I2 ne peuvent s'expliquer que si l'indice de réfraction N2 est différent pour chaque radiation. Donc ça, c'est ce qui va expliquer la dispersion par un prisme. Donc on peut compléter le petit cadre de ce qu'il faut retenir. Donc la dispersion de la lumière par un prisme s'explique par l'indice de réfraction du matériau constituant le prisme, donc du verre, du plexiglas, qui dépend de la longueur d'onde de chaque radiation. Donc à chaque radiation de lumière incidente va correspondre un angle de réfraction différent. Donc l'angle de réfraction va être différent pour le rouge, pour le vert, pour le violet. Et ici, on peut compléter, les différentes radiations sont donc séparées à la sortie du prisme, donc ce qui permet de visualiser ces radiations séparées, donc d'obtenir le spectre de la lumière. Alors, quelle est cette variation d'indice de réfraction? Donc, pour le verre qui s'appelle du verre Flint, donc ça c'est en fait suivant sa composition. Donc ce verre, il est à base d'oxyde de plomb, donc il est très transparent. Donc l'indice de réfraction va valoir, alors pour une radiation violette, longueur d'onde 400 nanomètres, on a n égale 1,695. Pour du jaune, donc à peu près au milieu, on a, c'est-à-dire 600 nanomètres, on a 1,670. Et pour du rouge, qui est à l'autre côté du spectre visible, donc 800 nanomètres, vous avez 1,660. Donc entre 1,695 et 1,660, la différence est faible. La différence entre ces indices de réfraction est faible, mais elle est suffisante pour provoquer une dispersion, c'est-à-dire elle est suffisante pour que chaque couleur prenne un chemin différent dans le prisme. Alors maintenant, on va étudier les deux types de spectres que l'on peut obtenir. Donc le premier type de spectre, ce sont les spectres qu'on appelle continus, qui sont d'origine thermique. Alors d'origine thermique, c'est la température. Donc quand on prend un corps, qu'il soit solide, liquide ou un gaz sous haute pression, donc une étoile par exemple, quand c'est fortement chauffé, ça va émettre de la lumière. Donc pensez à un morceau de métal qu'on met dans une forge, plus il va chauffer, plus tout d'un coup il va se mettre à émettre de la lumière, à éclairer. Donc cette lumière s'appelle un rayonnement thermique puisqu'elle est due à la température.
et le spectre qu'on obtient est continu et ressemble à celui de la lumière blanche. Alors s'il est continu, ça veut dire qu'on a une succession de couleurs qui se suivent avec un dégradé. Alors attention, je ne dis pas qu'il y a toutes les couleurs qui sont présentes, mais au moins on en a un certain nombre qui se suivent en dégradé. Alors les spectres d'origine continue d'origine thermique, on peut les obtenir avec une lampe à filament, donc le filament en tungstène 2300 degrés, donc c'est bien chaud, la lave d'un volcan qui va briller, une coulée d'acier ou de verre, vous voyez on est toujours au moins au-dessus de 1000 degrés, une barre métallique chauffée, alors la surface gazeuse d'une étoile, bon finalement comme le soleil à 5500 degrés, on est du même ordre de grandeur que une lampe à filament, c'est-à-dire quelques milliers de degrés, c'est pas si chaud en surface, attention parce qu'à l'intérieur du soleil on est plus à 15 millions de degrés. Donc pour ce qu'il faut en retenir, c'est que le spectre de la lumière émise par un corps chauffé, donc vous voyez chauffer, ça ne va pas être juste de l'eau qu'on chauffe, il faut vraiment qu'on soit à plusieurs milliers de degrés. Donc c'est ce qu'on appelle un spectre continu, et il va contenir quoi? Des radiations colorées, des couleurs, qui se suivent sans interruption. Donc on n'a pas de partie noire entre chaque couleur, elles se suivent en faisant un dégradé. Alors ce spectre ne va pas dépendre de la nature du corps chauffé, de ce que c'est, mais ça ne dépend que d'une seule chose, et ça c'est quelque chose que vous étudierez plus en détail en enseignement scientifique l'année prochaine. Donc ça ne va dépendre uniquement de la température du corps. C'est-à-dire à une température va correspondre un spectre et va correspondre une couleur du corps en fait. Donc les radiations alors rouges sont les premières à être émises. Et quand la température augmente, donc je vous avais montré l'expérience avec l'ampoule à filament, donc quand le filament était rouge, orange, c'est là où il était le moins chaud, et on avait toutes les couleurs allant du jaune à l'orange au rouge. Et quand la température augmente, alors ce qu'on dit en général, c'est que le spectre s'enrichit vers le violet. C'est-à-dire qu'on va avoir dans l'ordre, vous avez le vert, le bleu, le violet qui vont apparaître. Donc ça, ce sont les dernières couleurs qui sont émises quand la température est beaucoup plus importante. Et donc ce sont des radiations lumineuses de courte longueur d'onde. Le violet, c'est la plus courte longueur d'onde dans le domaine visible. Donc la couleur de la lumière émise par un corps chauffé va passer du rouge au jaune, puis au blanc, quand on augmente la température. Donc là, il faut bien faire la distinction entre la couleur du corps à l'œil nu et son spectre. Vous voyez, 5500 degrés, c'est la couleur du soleil. Il émet une température blanche, une lumière blanche, pardon, et son spectre contient toutes les couleurs. Donc le vert, le jaune, je ne le vois pas. Toutes ces couleurs se mélangent sur ma rétine et mon cerveau interprète ça comme du blanc. Ici, quand vous êtes un peu moins chaud, vous avez le bleu et le violet qui disparaissent. Donc on n'a plus que du vert, jaune, orange, rouge. Et tout ça se mélangeant sur la rétine, ça nous donne comme mélange du jaune. Et là, quand vous n'avez plus que du orange-rouge, à l'œil nu, on voit du orange-rouge. Donc, température moins élevée. Je ne vais pas dire froide, mais moins élevée. Donc, si on applique ça aux étoiles, la couleur des étoiles est directement liée à la température de leur surface. Attention, parce qu'on ne voit que leur surface. Alors, attention, du coup, le rouge correspond à une couleur moins chaude. Et le blanc, voire parfois le bleu pour certaines étoiles, correspond à des couleurs plus chaudes. Et dans la vie courante, c'est totalement l'inverse. Par convention, quand c'est rouge, c'est chaud. Au niveau du robinet, on indique le rouge quand c'est chaud et le bleu c'est froid. Alors qu'une étoile, c'est l'inverse. Une étoile rouge, on va voir comme Bételgeuse, a une surface de 3300 degrés, et plus froide, entre guillemets bien sûr, parce que 3300 degrés c'est déjà bien chaud, qu'une étoile bleue ou blanc bleuté comme Rigel, qui a une surface à 11 000 degrés. Donc là, vous voyez les deux étoiles en question prises par le télescope Hubble. Donc c'est la constellation d'Orion, donc on voit que ça forme une sorte de rectangle ici. C'est facilement reconnaissable avec trois étoiles assez alignées ici. Donc c'est censé représenter
Voilà, quelqu'un d'agenouillé. Ici, c'est sa ceinture au milieu. Donc, on parle de la ceinture d'Orion. Donc, j'imagine que c'est Orion qui est dessiné. Je ne suis pas très forte en mythologie. Voilà, et ça forme cette espèce de rectangle avec une ceinture au milieu. Et donc, l'étoile en haut à gauche, c'est Bételgeuse. Donc, vous voyez qu'elle n'a pas la même couleur que l'étoile qui est en bas à droite, Rigel. Et avec un peu d'entraînement, avec une bonne obscurité, on arrive à distinguer les différentes couleurs des étoiles et voir qu'elles n'ont pas toutes exactement la même teinte. Alors, le deuxième type de spectre, ce sont les spectres de raies. Alors, ceux-là, on les obtient avec les lampes que je vous avais montrées à vapeur de sodium, de mercure, de cadmium. Alors, ce sont des petits cylindres dans lesquels on a un gaz à basse pression, donc du sodium, du mercure, du cadmium. Et ce gaz, dans ce petit cylindre de verre, est soumis à des décharges électriques, où on peut faire la même chose avec des fortes températures. Et donc, quand il est soumis à ces décharges électriques, il va y avoir de l'énergie qui va être absorbée, et ces atomes vont redonner en quelque sorte cette énergie sous la forme de petits grains de lumière qui s'appellent des photons, que vous verrez en spécialité. Et ces couleurs, ces photons, sont de la lumière avec une couleur bien précise, qui va dépendre de l'atome. Donc ils vont émettre de la lumière, mais le spectre qu'on obtient n'est pas du tout le même genre que celui d'avant, puisqu'on obtient une sorte de fond noir avec des traits colorés. Alors ces traits colorés, on appelle ça des raies, et on dit que le spectre est discontinu. C'est-à-dire il n'est pas continu. On voit bien que toutes les couleurs ne se suivent pas comme pour le spectre continu. Donc là, on va parler de spectre de raies, qui sont les traits de couleur, d'émission, puisque ce sont de la lumière qui est émise. Donc les lampes à décharge qu'on a utilisées en TP produisent ce type de spectre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le spectre de la lumière émise par un gaz à basse pression est un spectre de raies d'émission. Donc il contient des raies colorées monochromatiques, c'est-à-dire d'une seule couleur, sur un fond noir. Et ce spectre ne va dépendre uniquement que de la nature du gaz. Chaque gaz, donc chaque atome, va avoir son spectre à lui. Et ça, c'est très important au niveau de l'astrophysique, puisque chaque élément chimique va posséder un spectre de raies d'émission qui lui est propre et qui va permettre de l'identifier. Donc ça va être une sorte de signature spectrale. Et on va pouvoir l'utiliser en astrophysique pour avoir des informations sur la composition des étoiles, puisque on reçoit la lumière des étoiles, on obtient leur spectre et on regarde un petit peu quelles sont les raies qui sont à l'intérieur, enfin plutôt les raies qui seront absorbées, puisqu'on a aussi des spectres de raies d'absorption. Alors, en résumé, ce qu'il faut savoir de ce chapitre, ce sont les deux types de spectres qu'on obtient. Donc le spectre de raies, le spectre de raies d'émission et le spectre continu d'origine thermique. Alors, le spectre de raies est produit par un gaz sous faible pression qui subit des décharges électriques et il dépend de l'atome, c'est-à-dire de l'entité constituant le gaz. Donc vous voyez que chaque raie correspond à une longueur d'onde précise en nanomètres. Et le mercure n'a pas le même spectre que le cadmium, qui n'a pas le même spectre que l'hydrogène, que le sodium, etc. Ensuite, les spectres continus d'origine thermique vont être produits par des corps solides, liquides ou gazeux, portés à des fortes températures. C'est pour ça qu'ils s'appellent thermiques. Et leur spectre ne dépend pas de la nature du corps, mais uniquement de la température. Et quand la température augmente, le spectre s'enrichit en bleu et violet. Voilà.